On va laisser Bernard-Marie se présenter, nous faire sa présentation. On va quand même regarder toutes vos questions dans les conversations là et essayer d'y répondre aussi. Bernard-Marie, à toi de jouer. Merci. Voilà, bonjour à tous. Je vais cette fois me lancer mon écran, vérifier que ça marche. Je compte sur Loïc pour me dire si ça ne marchait pas. Ça marche super. Ouais, merci. Du coup, voilà, Bernard-Marie Chiquet. Bernard-Marie, c'est mon prénom. Moi, pour me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis un entrepreneur pour avoir créé 5 entreprises. Avec le jeu des fusions-acquisitions, j'ai dirigé des grosses entreprises de plusieurs milliers de personnes. Puis j'ai arrêté ce jeu parce que je trouvais que j'étais mal utilisé. Alors on pourrait prendre ça pour de l'arrogance, il y en a sûrement, mais j'observais aussi que c'était vrai pour tout le monde. Et je me suis dit que c'était pas possible, on pouvait pas durer comme ça avec des modes d'organisation tels que ceux que j'ai connus et que j'ai dirigés et que j'ai créés. Et du coup, j'ai créé, pour faire court, j'ai créé un institut de recherche. Donc, je suis chercheur praticien chez IGI pour trouver de nouvelles façons de travailler ensemble. Ce qui m'amène à, et ça fait à peu près 12-15 ans que je fais ça. Et donc voilà, mon job à moi, c'est de tester tout ce que je peux trouver sur la planète qui est en lien avec ma quête. Ma quête, c'est de rendre la personne la plus, sans faire d'ingérence, de permettre à la personne de développer sa puissance, partant du principe que ma croyance profonde, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la capacité créatrice de n'importe quel être humain. Voilà, pour me présenter en 2 mots. Et du coup, je remercie infiniment Loïc et Alexandre de m'avoir invité. Je suis ravi, je suis un petit nouveau dans le circuit et du coup, j'étais embêté pour faire le lien entre Social Selling Forum et Social Selling et puis ce que je fais, les organisations de demain. Et donc, pour démarrer, en fait, j'ai eu besoin, moi, de me convaincre. Et donc, j'ai pris un cas concret. Et j'ai un de mes dirigeants, un dirigeant que j'accompagne là, en ce moment, qui me dit, Bernard-Marie, mon envie, c'est de créer une culture de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Et alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais lui m'a parlé de social selling, c'était assez rigolo. Donc, son rêve, c'était que tous ses collaborateurs soient des ambassadeurs de la raison d'être, ou plus précisément la valeur ajoutée, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce mot-là, la valeur ajoutée de l'entreprise. Et là, tout de suite, j'ai pensé à mon ami Alexandre que j'ai rencontré dans qui m'a affranchi sur la notion d'employé advocacy. Et je lui ai répondu immédiatement, je lui ai dit, écoute, c'est probablement difficile que tes collaborateurs qui sont des salariés deviennent des ambassadeurs de la valeur ajoutée créée de l'entreprise. À mon avis, il y a une étape avant. Je vais te donner un cas concret pour t'expliquer comment ça pourrait marcher. Il y a plein d'options possibles. Je pense que la première clé, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vraie culture de la valeur ajoutée et que donc, en fait, chacun doit pouvoir devenir ambassadeur de la propre valeur ajoutée qu'il crée. Ça, j'y crois. Parce que je l'ai observé, je vais vous donner un cas concret, puis après, je mettrai un peu de mots là-dessus et ça va regrouper tout ce qu'on trouve dans les nouveaux modèles d'organisation. Chez un autre client, je lui racontais qu'il y avait, dans les difficultés chroniques, il y avait le fossé entre ce qu'on appelle les productifs et les improductifs. Ça existe encore en 2020, incroyable. Et dans les improductifs, donc, ils mettaient toutes les catégories, les fonctions support, la compta, la RH, etc. Et la directrice des ressources humaines, Julia, elle se sentait sous-utilisée parce qu'elle était plutôt capée, elle avait beaucoup d'expertise en matière de RH. Elle était mal considérée parce que c'était vraiment le back-office, le support interne, considéré comme improductif. Et je fais court, mais à un moment donné, je vais prendre conscience et je vais vous montrer les outils qui ont permis de faire ça juste après, qu'elle avait plein de valeurs ajoutées, comme tout le monde. Le comptable a des valeurs ajoutées. On part du principe que tout le monde a des compétences professionnelles. On n'est pas à l'abri qu'il soit aligné avec sa zone de talent. S'il ne l'est pas, autant croire qu'il l'est, puis il verra bien s'il y est ou pas. Et du coup, assez rapidement, j'ai ouvert Julia je l'ai mis en relation avec un autre client, un autre de mes clients, qui justement avait besoin de conseils en RH. Je vous fais très court, et Julia a commencé à faire une proposition commerciale pour ce client. Elle, qui est improductive support interne, elle a commencé à facturer et à délivrer de la valeur en dehors de l'entreprise. Et là, changement de regard total dans l'entreprise. Et ça a continué puisqu'elle a développé un portefeuille, elle a recruté des gens pour faire tout le travail administratif RH qu'elle n'avait pas envie de faire pour se centrer sur sa zone de talent. Et elle a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça, alors je suis un néophyte dans la matière, mais j'appelle ça du social selling. Et c'est concret parce que ça vient d'elle et en même temps, elle a embarqué son entreprise. Donc voilà un peu l'histoire. C'est comme ça que j'ai raccroché. Alors si je suis à côté de la plaque, il faut me le dire tout de suite et puis j'arrête. Mais du coup, comment est-ce que c'est possible qu'une Julia ait pu en arriver là? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Parce qu'elle en avait les capacités, bien sûr, mais elle a eu un coup de pouce. Et le coup de pouce, c'était, j'ai envie de vous partager avec vous 5 clés
Et la première clé, c'est la raison d'être évolutionnaire. Loïc parlait de raison d'être évolutive, je préfère évolutionnaire parce qu'évolutive, on peut croire que ça change tout le temps, ou évolutionniste. Le deuxième, c'est le rôle, le cercle et l'archi. Et les deux premiers, je vais les développer rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je crois que moi, j'ai compris que j'étais plutôt un teaser là dans cette conversation pour ouvrir la conversation. Et puis il y en a un, c'est l'art du triage. Il y en a un autre, c'est la tension dynamique. Et puis le cinquième outil, c'est la puissance par la gouvernance. C'est vraiment les 5 outils clés que vous allez retrouver en holacratie, vous allez retrouver dans l'entreprise libérée, vous allez retrouver probablement partout, et évidemment chez Frédéric Laloux dans son bouquin Reinventing Organization. Et donc 2 mots sur la raison d'être révolutionnaire, parce qu'on parle beaucoup de raison d'être, surtout avec l'événement de la loi Pacte. Et quand on parle de raison d'être révolutionnaire, on est très loin de ce qui se raconte autour de la raison d'être, poussée par récemment par la loi Pacte et tout le mouvement qui est autour de ça. Et du coup, on parle du rôle, en holacratie, du rôle, du cercle et de l'organisation. C'est assez simple à comprendre. On part du principe qu'une organisation, une entreprise, finalement, c'est comme une galaxie avec plein de micro-entrepreneurs. Comme dans une ville, vous avez un boucher, un charcutier, un boulanger, etc. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est pas dans une ville, c'est dans une entreprise. Et dans cette entreprise, ben, il y a plein de micro-entrepreneurs. Il y a un rôle, une entreprise qui s'appelle RH. Il y en a une autre qui s'appelle, je sais pas quoi, formation, production, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est des mini-entreprises. On considérait mentalement, en fait, comme des mini-entreprises. Ce qu'on appelle une mini-entreprise, dans ce que je raconte, c'est le rôle. C'est vraiment la notion de rôle. Et puis parfois, comme il y a beaucoup de mini-entreprises, on ne pourrait pas gérer la galaxie facilement. Il y a des quartiers, comme dans une ville, il y a des quartiers par affinité. Et toutes les mini-entreprises qui ont beaucoup d'interactions entre elles, ben, ça forme des cercles. Mais finalement, un cercle, c'est juste un rôle dans lequel il y a des rôles. Et puis une organisation, ben, c'est l'ensemble des rôles. Donc c'est l'ensemble des cercles dans lesquels il y a des rôles. Mais finalement, c'est un cercle aussi, et c'est aussi un rôle, puisqu'on est dans du fractal. Seul le fractal supporte le chaos et fait partie des conditions d'émergence pour émerger, pour pas s'effondrer. Et comme vous le savez sûrement comme moi, nous sommes en période chaotique. Mais c'est pas le sujet. Donc du coup, la question, c'est que tous ces organismes, rôles, toutes ces choses, rôles, cercles et organisations sont des êtres vivants, dotés de leur propre identité. C'est pas quelque chose qui est au service des parties prenantes, CF la loi Pacte. Non, on va un peu plus loin que ça en termes de modèle mental. C'est pas péjoratif, on n'est pas obligé de suivre ça, mais un rôle est vu comme une entité vivante. Une entreprise, une micro-entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise sont vues comme des entités vivantes et leur raison d'être, à nous d'être à l'écoute de la raison d'être de l'entreprise qui caractérise l'identité de l'entreprise. Donc, c'est pas une projection d'un dirigeant de partie prenante sur l'organisation, on inverse les choses. C'est ça la raison d'être révolutionnaire. Et donc, du coup, cette entreprise, ce rôle, ce cercle, cette organisation aspire à quelque chose. La vie aspire à passer par lui, par cette entité, pour mettre au monde quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle la raison d'être. Si je prends un exemple, pour parler 2 secondes de l'holacratie, qui est probablement la forme la plus aboutie en termes de management constitutionnel, il n'y a pas que des formes constitutionnelles, l'holacratie décrit cette raison d'être comme étant le potentiel créateur, vous voyez le lien avec la création de valeur ajoutée, on est en plein dedans, c'est pour ça que je parle de ça, le potentiel créateur le plus profond que l'organisation, le cercle ou le rôle, est appelé à exprimer dans le monde compte tenu de l'ensemble des contraintes, bien sûr, principes de réalité auxquelles elle est soumise et de toutes les choses dont elle dispose, y compris les talents de la personne, bien sûr, qui exerce le rôle, les talents des personnes qui exercent le cercle, qui énergisent le cercle ou l'organisation. Donc voilà, le premier point, c'est que pour Julia, le fait d'avoir créé un rôle dans lequel elle s'est prise, parce que c'est comme ça qu'on a accompagné cette entreprise, comme une entrepreneuse d'une mini-entreprise, qui est de la RH, avec une vraie raison d'être, je ne sais plus exactement comment elle l'a appelé, une vraie raison d'être, quelque chose qui la dépasse et qui la tire vers le haut dans une tension dynamique pour créer davantage de valeur, et ce en continu, alors ça a été une des conditions qui a permis à notre Julia de faire ce que je vous ai raconté juste avant. La deuxième chose, c'était de définir un rôle. Et le rôle qu'elle avait, cette mini-entreprise, en fait, revoit complètement la notion de responsabilité, parce que la responsabilité dans le modèle conventionnel, elle est quand même assez limitée par le lien de subordination et le mélange qu'il peut y avoir avec un responsable hiérarchique qui se trouve être en plus ton manager. Et puis, souvent, on se définit la responsabilité comme sur un organigramme, comme la question qui arrive souvent, c'est à qui tu reportes. Ce qui te donne aucune information, qui ne responsabilise pas et qui te donne aucune information. Plus utile, et là j'introduis la notion de rôle, c'est plutôt que me dire à qui tu reportes, dis-moi plutôt quels sont les services que tu produis, quels sont les services que tu nous offres, quelle est la valeur contributive que tu apportes, et puis à qui tu les proposes, quels sont tes segments de clients. Ceux qui connaissent le business model Canva, je suis en train juste de décliner les 9 cadrans. Quels sont tes segments de clients? Tes clients peuvent être externes, mais peuvent être internes. Si vous voulez développer la culture de la valeur ajoutée dans une entreprise, il faut arrêter de se centrer, d'utiliser uniquement le centrage client externe.
c'est dépassé maintenant. Les clients, il y en a partout. On est tous en posture de clients et de fournisseurs. En interne, la RH, elle a comme client le marché de l'emploi avec les candidats parce qu'ils sont dans cette entreprise-là, c'est des ressources très rares. Mais elle a aussi comme client l'ensemble des leaders de cercle ou les managers ou les leaders d'équipe qui demandent du recrutement, qui demandent plein de choses de la RH. Donc, quels sont tes segments de clients, Julia? Et quelle proposition de valeur tu leur apportes? Et c'est comme ça que se définit un rôle. Et puis, quel est le potentiel créateur de ton rôle? C'est la raison d'être du rôle. Et de qui et de quoi tu as besoin, parce que tu n'es pas toujours fournisseur, tu es aussi cliente d'autres rôles. Donc, quels sont les fournisseurs sur lesquels tu peux t'appuyer? Fournisseurs externes, peut-être des cabinets de chasse de tête, fournisseurs internes pour d'autres sujets. Donc, on rentre dans une notion de rôle, c'est vraiment une mini-entreprise qui fonctionne comme une entreprise, avec une raison d'être, avec des propositions de valeur qui définissent le rôle, ainsi que la connaissance claire et une négociation avec chacun des segments de clients que tu peux fournir, et puis en ayant aussi en amont discussions et des accords mutuels avec tes fournisseurs. Et ce que je viens de vous raconter, c'est la base du self-management. Vous prenez l'exemple de Morningstar, qui est quand même connu, donc au parcours, qui est cité dans tous les bouquins à peu près. Morningstar, la base du modèle de self-management est basée sur ce qu'on appelle le clou, qui est juste cet accord mutuel entre clients et fournisseurs au sein de l'entreprise. Donc voilà ce que je vais rapidement introduire la notion de rôle. Donc je reviens à mes 5 clés. J'ai parlé rapidement de la raison d'être, j'ai parlé rapidement du rôle, du cercle et de l'archi. L'art du triage, c'est juste un certain nombre de mécanismes ou de nudges qui sont inclus dans toutes les bonnes pratiques de réinvention d'organisation, dans la Crassi et dans les autres. En tout cas, c'est un truc à cultiver, à travailler. Je pense qu'il y a un gros développement à venir sur ces sujets-là. L'art du triage, c'est le fait d'avoir plein de mécanismes offerts dans le questionnement systématique à partir du moment où tu apportes quelque chose en réunion, par exemple. Attends-toi à la première question. Bon, si tu apportes ce sujet à la réunion, effectivement, c'est bien que tu nous donnes un peu de contexte. Tout de suite, la question qui vient derrière, mais quelle est ta demande? Pourquoi tu amènes ce point à la réunion? Ça a l'air tout bête, mais un, c'est responsabilisant, puis deux, on perd pas de temps parce qu'on sait ce qu'il demande. Et du coup, comme on sait ce qu'il demande, on le considère comme notre client, et nous tous qui sommes autour de la table, on va pouvoir l'aider et lui répondre plutôt que de partir avec nos trucs. Et c'est un processus qui est très difficile, qui montre d'ailleurs que la posture des uns et des autres est difficile dans l'art de prendre le leadership et de savoir exprimer clairement une demande par rapport à une situation dans laquelle je vis, et posture très difficile pour les autres que de s'altérocentrer, d'être à l'écoute de la demande de l'autre pour pouvoir l'aider. Donc l'art du triage, c'est probablement un des outils magnifiques qui permet de développer petit à petit le leadership de chacun à condition que ça soit utilisé régulièrement. L'attention dynamique, qui est une des clés, et puis après je vais arrêter sur la puissance de la gouvernance, mais si je suis pas dans les temps, tu me dis, Alexandre. Si c'est bon, tu peux y aller, tu as tout ton temps devant toi, il n'y a aucun problème. J'avais dit 15-20 minutes, donc je ne vais pas vous saouler avec mes trucs. Non, mais vas-y, avec 20 minutes, tu es tranquille, hein, tu as encore un bon 10 minutes sans problème. Quoi. Ah cool, j'étais stressé sur le temps, je vais pouvoir me Non, c'est bon, tu peux y aller, c'est nickel. Donc du coup, l'attention dynamique, ce que j'ai observé, moi je suis pas câblé comme ça, donc j'ai mis du temps, c'est que la plupart du temps, les personnes, quand je dis la plupart, c'est plus de 90%, des personnes, face à un problème, elles sont en mode réaction par rapport à un problème. Elles sont pas en mode proactif. Alors c'est gênant, il y a des théories derrière, et c'est gênant parce que quand vous êtes en réactif par rapport à un problème, en fait, quand vous allez agir ou réagir, vous ne traitez pas le problème en réalité. Dans beaucoup de cas, vous ne faites que réduire votre niveau d'anxiété que vous cause le fait de faire face à ce problème. Exemple, tu montes sur ta balance, enfin, je parle de cas très personnel là, mais tu montes sur ta balance, je monte sur ma balance et je m'aperçois que ce matin-là, je ne sais pas pourquoi, une petite surcharge pondérale m'apparaît plein au visage et du coup, ça me stresse. Et peut-être que ce stress va m'amener à faire un petit régime. Et je fais mon petit régime, et puis au bout de 3 semaines, il y a toutes les femmes dans la rue, là je fantasme complètement, il y a toutes les femmes dans la rue qui se retournent et disent c'est formidable, quelle silhouette. Et du coup, mon anxiété par rapport à mon poids, elle diminue. Comme j'ai plus d'anxiété, j'arrête le régime et je vous raconte pas un dessin. Après, comme moi j'aime bien les bons restaurants, je fais 2-3 bons restaurants et puis je reviens à la case départ. Donc en fait, c'est la preuve par A plus B, des situations comme ça, on a tous vécu plein. Preuve par A plus B que très souvent, on est en mode réactif par rapport à un problème et on ne traite pas le problème de façon durable. En fait, on ne fait que diminuer le niveau d'anxiété occasionné par le problème. Et il y a des outils qui permettent à tout à chacun de basculer, de changer de façon de fonctionner, de modèle mental, pour passer d'un mode réactif par rapport à un problème à un mode créatif par rapport à un idéal, par rapport à une finalité, par rapport à une raison d'être. Et tous les entrepreneurs, c'est pour ça que moi je fonctionne comme ça, naturellement, tous les entrepreneurs que je connais fonctionnent tous comme ça. Ils se foutent des problèmes.
ils savent exactement où ils veulent aller, il y a une espèce de pulsion créatrice vers un idéal, et puis ils dégomment tous les obstacles qu'il y a pour y arriver. Mais ils ne vont pas traiter les problèmes pour le plaisir de traiter les problèmes. Donc là, il y a un nudge qui est juste extrêmement puissant, que vous devrez retrouver dans tout système qui prétend réinventer les organisations. Et puis le dernier, et qui n'est pas le moindre, c'est comment est-ce qu'on fait pour que chacun puisse gouverner tout ce qui limite la création de valeur. Vous avez compris, pour Julia, maintenant, ce qui est important, c'est créer de la valeur ajoutée. C'est vrai pour tous les rôles de cette entreprise. Et du coup, si tout le monde crée de la valeur ajoutée, on a de bonnes chances, et que les rôles sont bien designés, on a de bonnes chances que l'ensemble, et donc l'entreprise, manifeste davantage sa raison d'être, et donc crée plus de valeur auquel aspire le monde. Et donc, la question, c'est comment est-ce que moi, collaborateur X lambda, je peux gouverner tout ce qui limite et tout ce qui freine ma création de valeur. Très souvent, je fais des demandes dans le modèle conventionnel. Je suis chez un client et quelqu'un me disait, mais moi, je fais des demandes souvent et puis je relance une fois, deux fois, trois fois et puis au bout de 2 mois, je me fatigue, donc je relance pas. Donc, je n'arrive pas à éradiquer ce qui crée une limite à l'exercice de mes rôles dans la création de valeur. Du coup, c'est important dans tous ces nouveaux modèles qui émergent de donner des capacités, des processus, tout ce que vous voulez, pour que tout à chacun puisse gouverner, pas gouverner toute l'entreprise, on n'est pas dans le consensus, ça marche pas, c'est un cauchemar, c'est la tyrannie. Non, puisse gouverner tout ce qui limite mes rôles. Comme par exemple, je vais prendre mon cas, il y a quelques années, je donne une formation dans une salle de formation, il y avait un poteau au milieu, et pas un petit poteau, un gros poteau. C'était extrêmement gênant pour moi, c'était encore plus gênant pour les participants. Et évidemment, j'étais fou furieux, et donc je suis allé voir la personne qui a réservé la salle. Je suis pas sûr d'avoir été très calme et je m'en excuse encore. Et puis, mais je pouvais pas m'arrêter là parce que se mettre d'accord avec la personne, c'est pas suffisant. La personne peut être remplacée, etc. En fait, ce que je voulais, moi, dans mon arrogance, et je souhaite tous beaucoup d'arrogance, je voulais que ça ne se reproduise jamais. Ok pour une fois, à condition que donc ça sera plus un problème, ça sera plus une erreur parce que ça va plus se reproduire. Donc, je veux passer dans un mode de gouvernance durable. Je veux bien apprendre avec des situations un peu délicates, mais je veux pouvoir les traiter durablement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à une réunion dite de gouvernance, normal, on est sur le sujet, et puis un espace de décision collective avec les membres de mon équipe. Et puis j'ai dit, je propose que ça n'arrive plus jamais, je vous passe les détails, et à un moment donné, à la fin, avec un processus de décision extrêmement structuré qui laisse pas de place aux égos dominants, éventuellement la raison d'être de l'entreprise, donc ça c'est filtré par un processus un peu rigide, carrément rigide, très rigoureux, eh bien on a pris la décision de rajouter sur le rôle qui s'occupe des lieux. Donc chez nous, on a un rôle qui s'appelle lieu, qui s'occupe des lieux. En fait, il a une offre de service qui est, si vous le sollicitez, de rechercher pour vous, de sélectionner et de contracter les lieux à la demande. Et j'ai fait rajouter à cette activité, à cette offre de service, à rajouter à la fin, dans le respect du cahier des charges fourni par le rôle formateur, en l'occurrence, c'était moi le rôle formateur. Et du coup, ça a été acté. Et maintenant, l'offre de service de cette entreprise lieu, c'était bien d'aller chercher des lieux en respectant le cahier des charges qui était fourni par formateur. Et ainsi, je me suis fendu en mode agile, de chez Agile, de mon premier cahier des charges. J'ai pris une page blanche et puis j'ai mis plus de poteaux au milieu. Ainsi est né la V1.0 du cahier des charges qui aujourd'hui maintenant fait 10-15 pages. C'est juste hallucinant. Donc voilà ce que je voulais parcourir très rapidement. Certaines modes de réinvention de ces entreprises passent par un modèle constitutionnel. Alors, bon, je prétends pas avoir la vérité, évidemment, hein, mais je suis assez enthousiaste. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre avenir qu'un avenir constitutionnel. Je ne comprends pas que dans les entreprises, la Constitution n'ait pas franchi la porte, alors que ça fait longtemps qu'on le fait dans les pays. Ce qui veut dire que dans une entreprise, tu dépends du système moyenâgeux qui est dicté par le leader de l'entreprise. Pour moi, c'est juste inacceptable. C'est pour ça que j'ai créé des entreprises. Et puis voilà, les cas concrets. Je vous ai donné le cas concret de Bernard Marie, je vais donner le cas concret de Julia. J'ai plein d'autres cas concrets pour illustrer ce que je viens de dire, mais je pense que je vais conclure là. Ben, grand merci pour ce condensé, je dirais même hyper condensé de ce que peut être l'holacratie, hein, puisque c'est de ça dont tu nous as parlé. Si tu es OK, on va peut-être prendre s'il y a une ou deux questions, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer ou poser une question, hein, pas raconter une vie ou effectivement nous faire un témoignage, non, mais si effectivement il y a une question, on la prendra. Moi, en tout cas, ce que je note dans tout ça, c'est que tu te demandes, mais pourquoi on n'a pas fait rentrer la Constitution Le micro, Alexandre. Attention à ton micro, Alexandre. Ok. Eh bien, tout simplement parce que finalement, ça doit arranger un certain nombre de personnes qu'elles soient pas encore en place, tu vois. Donc, je pense qu'on a une longue réflexion à monter là-dedans. Une question encore avant de passer peut-être à la suite ou à une autre question.
Est-ce que le client qui t'a dit, qui t'a parlé de social selling là, en tout début, dans ton introduction, tu nous as parlé de lui. Ouais. Tu peux nous rappeler le contexte, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il a fait? Bah, le contexte, c'est qu'il a envie, en fait, après avoir fait une analyse stratégique, ils ont envie de créer plus de valeur. Bon, c'est un peu banal ce que je raconte, je connais pas beaucoup d'entreprises qui diraient le contraire. Et à un moment donné, il a cliqué, il s'est dit, il faut donner à tous les collaborateurs la culture de la valeur ajoutée. Et en même temps, il l'a associé au social selling en se disant, dans son fantasme, c'était tous les collaborateurs vont pouvoir, sur les réseaux sociaux, je vous ai perdu, tous les collaborateurs vont pouvoir sur les réseaux sociaux être impliqués dans la diffusion de cette valeur ajoutée. Et du coup, heureusement que j'avais cet exemple, sinon j'étais un peu mal pour démarrer ma présentation parce que je ne faisais pas le lien avec le social selling. Et puis en même temps, il m'a parlé de, donc on était dans le social selling, qui était, enfin, tel que lui l'a compris, moi j'ai compris, peut-être qu'on s'est pas compris tous les deux, et qui était en fait pour moi le social selling. D'ailleurs, le mot selling est peut-être en trop dans mon modèle mental, mais c'est ma limite. Pour moi, il s'agit juste de créer de la valeur et était très heureux de l'offrir au monde. Et c'est ça pour moi le social selling que je fais, enfin que j'imagine que tout le monde pourrait faire. En tout cas, à Julia, en tout cas, quand je l'ai accompagnée, Julia, à un moment donné, elle se disait mais moi je peux pas vendre. J'ai pas raconté ça parce que j'avais pas trop le temps, mais souvent j'ai des gens qui disent oui mais moi tu sais bien tout ce que tu racontes ça m'excite mais je suis pas un vendeur. Mais j'ai dit attends, je vais t'expliquer, la vente c'est facile. En fait tu vends rien du tout. Tu crées de la valeur et une fois que tu prends conscience que tu as créé de la valeur, ben, tu l'offres à ceux qui en ont besoin. C'est ça la vente. Ça s'appelle du social selling. Merci pour cette définition. Alors je suis dans le social selling. En gros, c'est juste tu rends service au monde et du coup le monde te dit ah mais ça peut créer de la valeur chez moi et du coup il te contacte pour savoir si tu peux les aider à créer cette fameuse valeur. Donc je te remercie énormément. Je pourrais parler pendant des heures sur ce que tu viens de raconter.